Bonjour. Tout le monde est réveillé? Oui, c'est bon. À peu près. Bien, d'abord, je voudrais remercier Jean-Loup Ménochet pour son exposé. On ne se connaissait pas. Moi, je découvre ce qu'il raconte. J'ai cherché partout, j'ai puisé le plus possible d'histoire sur la thalasso, enfin, d'historique sur la thalassothérapie. Et je suis très content parce que ma pêche un petit peu hasardeuse est totalement confirmée par ce qu'il vient de dire. Et donc, ça rejoint tout à fait l'analyse que je pouvais faire jusqu'à présent, ce que je peux, moi, dire dans mes formations auprès des professionnels de la thalassothérapie. Voilà, la thalassothérapie, c'est un univers dans lequel je baigne depuis 1995 et pour lequel je me suis passionné pour deux éléments. L'univers marin, l'environnement marin, les produits de la mer et leur intérêt dans le domaine de la santé, justement. Et puis, deuxièmement, pour la clientèle des centres de thalassothérapie, parce que quand je rencontrais mes patients, mes curistes en thalasso, ils me disaient « Docteur, je ne suis pas malade, j'ai déjà mon médecin généraliste, je viens là parce que j'ai besoin de prévention, de tout ce que le médecin généraliste ne fait pas au cabinet, tout ce qu'on peut faire en termes de santé. » Voilà. Et donc, depuis 1995, je travaille dans le domaine de la thalassothérapie, mais je vais vous faire une confidence et vous ne le répétez surtout pas, je travaille de moins en moins. Parce que, comme le disait Jean-Loup Ménochet, le domaine de la thalassothérapie se démédicalise, nous laissez entendre un petit peu ça, se démédicalise, voire même pour certains établissements, se déprofessionnalise. Et on a une évolution avec aujourd'hui, pour faire un peu caricatural, dans les thalassothérapies, deux clientèles qui tentent de cohabiter. Je dirais la clientèle jeune du week-end qui vient pour un massage thaïlandais, qu'on peut faire dans n'importe quelle ville de France et de Navarre. Et puis de l'autre clientèle plus traditionnelle qui vient pour de la santé marine et qui a un petit peu de mal à vivre là-dedans. Je vous raconte une anecdote. J'écoute un jour une radio, peu importe laquelle, une journaliste, peu importe laquelle, qui interviewe un directeur général d'une grande chaîne de thalassothérapie et qui lui dit « Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu ringard, là, tous vos seniors en peignoir blanc qui vont faire des soins ?» C'est quand même lamentable. C'est discriminant. C'est vraiment très mauvais goût. Bref. Alors, qu'est-ce que c'est que la thalassothérapie? Rapidement, comme tout le monde, je confirmerai bien que l'origine de la vie, c'est la mer, et la mer, c'est l'origine de la vie. Et à partir de là, l'environnement de thalassothérapie est certainement le lieu le plus physiologiquement adapté à notre fonctionnement, à notre métabolisme. L'historique, les Grecs, Napoléon III et sa femme Eugénie de Montijo, c'est quand même là aussi le grand starter du thermalisme marin. Ah oui, parce que vous l'avez compris, la thalassothérapie, c'est historiquement du thermalisme. Et c'est, je veux dire, du thermalisme au sens plein du terme. On n'a pas parlé ici de... Mince, pardon, excusez-moi. Petit problème de diapo. On va recommencer. On n'a pas parlé de ce monsieur qui s'appelle René Quinton, qui n'était pas un médecin, qui était un physiologiste et qui lui pratiquait les injections d'eau de mer sous-cutanée. Mais vous avez entendu des exposés assez intéressants sur l'eau de mer. Déjà ce matin, je n'insisterai pas. Et là, bien sûr, Louison Bobet, qui va relancer une thalassothérapie moderne qui était en voie de déclin, comme nous l'a fort bien expliqué Jean-Loup Ménochet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'eau de mer ? Qui est le produit noble, je dirais, par définition de la thalassothérapie. L'eau de mer, c'est un produit complexe qui associe à la fois des propriétés biochimiques, par ses minéraux, des propriétés physiques et des propriétés biologiques. Les propriétés dites biochimiques ou liées aux minéraux sont dues au fait que dans l'eau de mer, il y a, comme le disait ce matin le docteur Allison, il n'y a pas seules des molécules de chlorure de sodium, mais il y a des ions. Et ce sont ces ions qui peuvent avoir une action bénéfique pour la santé par leur passage transcutané. Ces ions, vous les avez, comme sur le tableau que j'ai présenté ce matin, vous les avez ici résumés, les ions organiques, les ions oligo-éléments et les ions minéraux qui sont là, dont l'iode dont j'ai parlé ce matin déjà. Et ces ions vont pénétrer à travers la barrière cutanée grâce à un courant galvanique qui fait que les ions vont transiter depuis l'épiderme qui est très sèche, couche superficielle de la peau, jusqu'à l'hypodermicie dans laquelle se trouve la microcirculation générale qui va être le vecteur de transport de tous ces ions et de tous ces minéraux. D'où la pénétration. Alors, ceci a été démontré par l'équipe du professeur Dubarry sur l'animal à Bordeaux dans les années 60 en montrant, grâce à des marqueurs isotopiques, le passage transcutané des ions et leur pénétration dans l'organisme.
À quoi servent ces ions et ces oligoéléments, ces sels minéraux? Ce que je vous ai marqué ici pour quelques informations sur le sujet. Calcium et potassium, pas seulement pour la solidité osseuse, mais aussi pour le fonctionnement cellulaire. Fluor, pas seulement pour la qualité des dents, mais aussi pour la calcification osseuse. L'iode, pour le métabolisme et la régulation du poids. Le fer, pour la synthèse de l'hémoglobine, donc la synthèse des globules rouges. Le cobalt, qui est un des composants essentiels de la vitamine B12, qui, elle, contribue aussi à la fabrication des globules rouges. Le zinc, qui, lui, est le constituant cofacteur de plus de 200 réactions enzymatiques. Et tous ces éléments agissent dans l'organisme, et d'autres encore, de manière, je dirais, catalytique, c'est-à-dire à des doses infinitésimales. C'est pour ça qu'il n'est pas besoin qu'il y en ait des grandes propriétés. Et vous avez d'autres éléments minéraux qui peuvent intervenir pour la santé, comme l'or et l'argent, mais qu'on ne trouve pas rentrant dans la constitution de l'organisme humain, mais qui pourraient posséder des propriétés anti-infectieuses. Dans l'eau de mer, il y a aussi une faune, c'est-à-dire des habitants, c'est-à-dire des substances, des éléments vivants, qui fait que l'eau de mer est un produit vivant. Vivant, c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de thalassothérapie à plus de 1 km des côtes, sinon c'est plus de la thalassothérapie. Même si vous voyez marqué à Strasbourg thalassothérapie, partez en courant, ce n'est pas de la thalassothérapie. Ce plancton, on en a beaucoup parlé ce matin, ce plancton fait partie de la faune marine, il est responsable notamment de la production des plus de 2 tiers de l'oxygène de la planète. Et il fait partie des premiers éléments, des premiers maillons de la chaîne alimentaire marine. Après, j'ai oublié de dire les propriétés biologiques utiles liées au plancton. On en a déjà parlé ce matin avec le docteur Lesson. C'est les propriétés dites antibiotiques, régénérantes, cicatrisantes de la faune marine contenues dans l'eau de mer. Troisièmement, après les propriétés chimiques, les propriétés biologiques, les propriétés physiques et des soins d'eau de mer. Et là, on retrouve typiquement ce qui existe dans le milieu du thermalisme, et les agents thermaux et les professionnels du thermalisme qui sont présents ici me contrediront si je dis des bêtises. On va retrouver une action physique sur le corps humain liée à l'eau. Là, vous avez classiquement la rééducation en bassin d'eau de mer chauffée, ici, avec la poussée hydrostatique dite poussée d'Archimède. Je parle pour les non-professionnels, la poussée d'Archimède dans l'eau de mer chauffée jusqu'au cou, c'est votre corps qui ne pèse plus que 10% de son poids. La résistance hydrodynamique, c'est-à-dire le fait que quand vous faites un exercice dans l'eau, vous le faites contre une résistance qui est plus importante que dans l'air, donc le travail musculaire est plus riche de résultats. La poussée hydrodynamique, c'est le même travail effectué contre un jet d'eau qui va masser le membre en même temps qu'il travaille, ce qui est impossible à faire à sec. La chaleur de l'eau qui permet d'obtenir une relaxation musculaire, une vasodilatation et en même temps une diminution des phénomènes douloureux. Et cinquièmement, le gradient de pression, c'est-à-dire la différence de pression entre le fond du bassin et la surface du bassin qui facilite le retour veineux quand le sujet est verticalisé dans le bassin. C'est d'ailleurs pour ça que, dans mon expérience de médecin de thalassothérapie, je n'ai jamais constaté d'aggravation des problèmes veineux dans les soins en bassin d'eau de mer chauffée du fait de la verticalisation des personnes. Ici, on a donc 5 effets physiques sur l'organisme humain réalisés lors des séances d'activité physique en bassin d'eau de mer chauffée. Pour moi, en thalassothérapie, ce soin-là est le plus riche d'effets sur l'organisme. Ensuite, après, nous avons les agents physiques aussi en cabine, avec les douches à fusion, les douches à jet, les bains en baignoire, etc., où on va utiliser l'eau chaude et l'eau froide dont parlait Jean-Louis Ménochet tout à l'heure, l'eau froide ayant des propriétés anti-inflammatoires, vasoconstrictrices, donc qui resserrent les vaisseaux, décontracturantes à long terme, pas immédiatement bien sûr, et des propriétés antalgiques qui sont bien connues. À l'inverse, les soins chauds vont avoir des propriétés détoxicantes, vasodilatatrices, décontracturantes et antalgiques. On voit là se dessiner les indications des soins de la thalassothérapie selon la pathologie que présente le sujet qui fait sa cure. En cabine toujours avec les jets, cette fois-ci, les jets comme dans les grandes douches ou dites douches à jet. Alors il faut surtout ne plus jamais appeler ça le Karcher. Ça crée une très mauvaise image, une connotation très désagréable. Donc selon la pression qu'on utilise, la distance à laquelle on pratique le soin, l'angle d'attaque sur le corps et l'embout utilisé sur la lance, on va avoir une action plus ou moins superficielle ou profonde selon la cible visée. Et c'est là que tout l'art
de l'hydrothérapeute est en jeu, et c'est là que la qualité de la professionnalisation de l'hydrothérapeute est fondamentale, parce que les effets recherchés et voulus vont être liés à cette capacité à gérer la technique. Alors vous allez me dire, c'est évident, il suffit de faire une formation adéquate, certes, mais est-ce que tous les établissements ont des hydrothérapeutes et la qualification pour faire ça, je dirais, avec autant de précision et de finesse? Je ne sais pas. On utilise aussi en thalassothérapie des algues. Ce matin, Yannick Laura nous a fait une magnifique description de l'algue qui n'a pas de racine, qui a un crampon. Et moi, j'ai une classification beaucoup plus simpliste que celle qui vous a été présentée ce matin, parce que je suis qu'un médecin clinicien. Donc, il y a deux grandes familles d'algues, les microalgues et les macroalgues. Nous, en thalassothérapie, on utilise essentiellement les algues brunes. Les algues brunes, laminaires et fucales, pour leur richesse, parce que ce sont les plus riches en oligoéléments et notamment en iode. Et on utilise aussi une algue rouge, plus particulièrement, qui s'appelle le maerle, que les Bretons connaissent bien, qui est une algue très très riche en calcium, puisque quand elle meurt, elle va laisser un squelette calcaire, le calcium représentant 30% de sa masse. Les enveloppements d'algues servent à quoi? Les enveloppements d'algues, d'après les travaux de Dubarry, Gelfi et Toujas à Rennes, quand ils sont réalisés à une température de 36 degrés, avec une concentration d'éléments dans l'enveloppement supérieur à celle de la peau, avec une durée de 15 minutes, vont permettre, après un étalement suffisant sur le corps humain, je vais le trouver, oui, de donner leur plein effet. Voilà. Donc ça, ce sont les conditions optimales de réalisation des enveloppements d'algues en thalassothérapie. Moins chaud, ça passe moins bien. Trop chaud, passé 38 degrés, il y a un phénomène de vasoconstriction qui se produit pour empêcher la chaleur de pénétrer dans l'organisme. Donc ça ne marche pas bien. Plus de 15 minutes, ça ne sert à rien. Il y a saturation des récepteurs cutanés et donc à ce moment-là, il n'y a plus rien qui passe. Et ce n'est pas l'épaisseur de la tartine qui compte quand on fait un enveloppement d'algues, mais c'est la longueur de la tartine qui permet le maximum de pénétration. Les effets généraux des algues, hydratation et minéralisation, détente globale de l'organisme, amélioration du grain de peau grâce à la présence des alginates dans ces algues brunes qui permettent de créer un effet, comment on appelle ça, un effet qui aide en tout cas à reconstituer le film hydrolipidique naturel de la peau. Est-ce que les algues font mincir? Alors, je vais vous faire un aveu, la thalasso n'a jamais fait maigrir personne. Mais ça aide bien à créer un climat, une ambiance, un starter, des conditions pour pouvoir faire une prise de conscience hygiéno-diététique, donc comme on a parlé ce matin, pour permettre à un moment donné de démarrer une prise de conscience sur un équilibre alimentaire. Mais après, la deuxième question que je pose aux patientes qui me demandaient de les aider à maigrir, j'en disais, est-ce que vous voulez maigrir ou est-ce que vous voulez être bien dans votre peau? C'est quoi le vrai objectif? Sachant que la première cause de prise de poids, c'est le régime. Comme la première cause de divorce, c'est le mariage. Non, je plaisante. Troisième mousquetaire de la thalassothérapie, l'utilisation des boues marines. Alors on n'en parle plus, et quand on en parle, on mélange tout, les boues marines et les algues marines. Les boues marines, ce sont des sédiments qu'on peut ramasser par exemple dans la mer Morte, ou alors qu'on peut ramasser aussi, de moins en moins dans la baie du Mont-Saint-Michel, parce que maintenant on protège les ressources naturelles, ou alors qu'on peut fabriquer de manière semi-artificielle sous forme de péloïdes. Ces boues marines ont des propriétés très intéressantes en termes de plasticité, puisqu'elles épousent bien le corps et les articulations. Deuxièmement, en termes de relargage de la chaleur qu'elles ont emmagasinée. Et puis, on ne le fait plus du tout maintenant en thalasso, mais à une époque, on faisait des bains de boue qui augmentait la portance déjà importante de l'eau de mer pour améliorer le soulagement des pressions sur les articulations et sur l'appareil locomoteur. Troisième mousquetaire donc de la thalassothérapie, donc une indication essentielle dans l'antalgie, dans la mobilité articulaire. Autant on fait des applications d'algues ou des enveloppements d'algues corps entier en thalassothérapie, autant les applications de boue sont des applications localisées. Et enfin, dernier mousquetaire de la thalasso, le climat marin. On a la chance d'avoir 3 côtes avec 3 climats différents. Plus on va vers le sud, plus le climat est ensoleillé et sédatif. Plus on va vers le nord, plus le climat est tonique. Et tonique et stimulant. Entre les deux, on dit qu'il est vivifiant sur la côte atlantique.
Alors tout ceci tient au fait que le climat marin est caractérisé par des températures relativement équilibrées, ni trop élevées ni trop basses, une hygrométrie relativement modérée, une qualité de l'air très valable, à moins d'avoir, et ça n'existe pas, à moins d'avoir une usine juste à côté, une pluviosité qui est modérée, des vents dominants qui sont des vents marins sur les côtes atlantiques et sur la Manche, alors que sur la Méditerranée, les vents dominants sont des vents de terre, un ensoleillement important en Méditerranée, expliquant donc le côté sédatif, bien que j'ai appris qu'en Bretagne, il fait toujours beau tous les jours, un petit peu. La pression atmosphérique qui est bien sûr plus élevée au bord de mer qu'en altitude, donc la pénétration des oligo-éléments et des ions est facilitée, et l'ionisation de l'air qui est d'autant plus élevée que l'environnement est balayé par les vents et secoué par les vagues. Alors, à quoi ça sert de faire une cure de thalassothérapie ? À mon avis, la première chose qui est utile, c'est ce qu'on appelle la détoxication des organismes, c'est-à-dire se couper d'un environnement stressant et deuxièmement, pouvoir faciliter l'élimination des différentes toxines et déchets que l'on peut accumuler dans l'organisme, soit du fait de polluants externes, soit du fait de la propre production de ces polluants, c'est-à-dire notamment des radicaux libres. Mais pas seulement. Cette détoxication, naturellement, se passe par le système qu'on appelle les émonctoires, c'est-à-dire l'élimination urinaire, le transit intestinal, la respiration et la sudation. Rien de tel que l'activité physique pour augmenter la sudation, pour augmenter la respiration et pour augmenter l'élimination. La thalassothérapie, du fait de ces soins, de l'alternance des soins chauds, froids et toniques ou relaxants, permet elle aussi d'améliorer la détoxication par en activant le travail des émonctoires. Tous ceux qui ont fait des cures de thalasso, mais des cures thermales aussi, savent qu'en général, au 2e ou 3e jour, ils n'arrêtent pas d'aller aux toilettes, ils n'arrêtent pas de courir, parce qu'effectivement, leur système d'émonctoire s'accélère pour contribuer à cette élimination des toxines et des déchets. Ensuite, après, et c'est là que la thalasso se distingue peut-être plus du thermalisme classique. La thalassothérapie n'a pas de prétention de spécialité, c'est-à-dire qu'on ne va pas soigner spécifiquement. Il n'y a pas de centre de thalasso pour la peau, de centre de thalasso pour la gynéco, etc., etc. Donc la thalassothérapie a une action généraliste sur l'organisme et les bénéfices que nous allons en retirer, que nous allons observer, c'est bien sûr l'amélioration de la ventilation, l'amélioration des échanges alvéolaires ici au fond des poumons, donc une meilleure pénétration de l'oxygène et des ions négatifs dans l'organisme. Deuxièmement, sur le système cardiovasculaire, au début de la cure, il y a une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la tension artérielle, puis à partir du 2e jour, ces paramètres diminuent, se régularisent, et on observe même donc une amélioration globale de la contractilité cardiaque, une amélioration du retour veineux, une baisse de la tension artérielle et même une stimulation de la synthèse des globules rouges. Mais tout ce que je suis en train de raconter, c'est bien sûr sous-entendu dans l'idée qu'on est dans une vraie cure, c'est-à-dire pas dans un week-end découverte le samedi, dimanche, en vitesse, entre deux restaurants ou deux séances de shopping. On est dans une vraie cure. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la clientèle pour les vraies cures n'existe plus? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. Sur le plan de l'appareil locomoteur, la réalisation de ces vraies cures de thalassothérapie permet d'obtenir une amélioration bien sûr de la souplesse articulaire, une amélioration de la force musculaire et pour les cures suffisamment longues et suffisamment complètes pour une amélioration aussi de la fixation du calcium et du phosphore au niveau osseux. Donc solidité osseuse et mobilité sont globalement améliorées. Sur le plan métabolique, la richesse en iode des soins, notamment des soins d'algues, permet d'entretenir une stimulation thyroïdienne, mais très modérée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de surdosage en thalassothérapie, il n'y a pas de risque de surdosage en iode. Vous pouvez faire une cure de thalassothérapie, même si vous avez un problème d'hypo ou d'hyperthyroïdie, à condition qu'il soit bien sûr traité, que vous ayez vu un médecin à ce sujet, que vous ayez reçu un traitement. Sinon, il n'y a pas de risque de surcharge par les enveloppements d'algues en iode. Stimulation du métabolisme et de l'énergie. Alors, classiquement, quand on observe les gens, dans les études que nous faisions à l'époque, on constatait que les gens arrivaient fatigués en cure, étaient encore plus fatigués au 3e jour, puis petit à petit, ça remontait, mais ils ne retrouvaient le plein d'énergie que 3 semaines après la cure. Il y a un phénomène très lent de récupération de l'énergie auquel il faut s'attendre pour éviter les mauvaises surprises. Une fois, j'ai écouté une interview de Florence Artaud qui disait
j'ai fait de la thalasso, c'est tellement crevant que j'avais qu'une envie, c'était de reprendre le boulot en sortant de la cure. Enfin, sur le plan mental, effectivement, après une période d'acclimatation, qui est quelquefois plus ou moins longue selon les personnes, on observe bien sûr une relaxation musculaire, mais aussi une amélioration du sommeil, un effet déstressant de la cure, un effet sur le mental. Ceci dit, pour moi, la cure de thalassothérapie n'est pas du tout indiquée chez les gens dépressifs. En vraie dépression. Ça ne les améliore pas. Parce qu'il existe des contre-indications à la thalassothérapie. Des contre-indications, bien sûr, liées à l'état affectif. Ce n'est pas un gadget, hein. Ce n'est pas un truc où on va comme ça quand on a envie. Alors, de plus en plus dans les centres de thalasso, maintenant, il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de visite médicale. On rentre, on fait les soins qu'on veut, plus ou moins, on choisit, on a son catalogue. Une fois, j'étais en formation au Miramar, là. Je faisais une formation personnelle du Miramar, et on me demande, docteur, on a ce problème avec un patient qui voudrait faire une cure, mais il veut faire 5 massages par jour. 5 massages. Mais pourquoi? Alors, on essaie de lui dire que ce n'est pas bon pour lui, mais il veut quand même 5 massages par jour. Alors je leur ai dit, mais bien sûr, si vous proposez un catalogue en disant qu'est-ce que vous avez choisi sur le catalogue, comment on choisit ses plats au restaurant, vous aurez ce type de comportement. Mais si vous dites aux gens, ne nous dites pas ce que vous voulez comme soin, mais dites-nous ce que vous voulez comme résultat, à ce moment-là, on va vous concocter le programme qui sera le mieux adapté à votre problématique et aux objectifs que vous vous êtes fixés. Bon, donc, contre-indications liées aussi aux pathologies aiguës sur le plan cardiovasculaire, aux maladies neurologiques invalidantes. Les cancers, moi j'ai toujours appris que dans mes cours de médecine, qu'on ne faisait pas de cure thermale ni de cure de thalasso à des gens qui étaient en chimiothérapie. On attendait que les cancers soient en rémission avant de faire les cures. Les prothèses et les matériels implantés ne sont pas des contre-indications générales à la thalasso, mais peuvent être des contre-indications à certains soins. Les maladies de l'appareil locomoteur, comme les rhumatismes, ne sont pas des contre-indications quand les personnes sont en rémission ou en phase chronique ou en phase larvée. On ne fait pas de cure ni thermale ni de thalasso à quelqu'un qui est en poussée aiguë de rhumatisme. Les maladies dermatologiques, sauf si elles sont infectieuses, ne sont pas des contre-indications à la thalasso, comme le psoriasisme, au contraire. Par contre, elles sont difficilement vécues par ceux qui les portent et par ceux qui les prennent en charge, mais ce ne sont pas des contre-indications. Par contre, les maladies dermatologiques infectieuses sont des contre-indications à la thalassothérapie. La grossesse n'est pas une contre-indication à la thalassothérapie. Ça nécessite simplement un accompagnement spécialisé, un accompagnement encadré et des soins adaptés. Seulement, c'est de plus en plus je dirais, facile, de plus en plus tentant d'ouvrir le parapluie en disant non, vous êtes enceinte, on ne vous prend pas. Et comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les problèmes de thyroïde ne sont pas des contre-indications à la thalassothérapie, sauf quand ce sont des thyroïdes qui ne sont pas équilibrés ou stabilisés par le traitement. Alors, la thalassothérapie, ses perspectives, son environnement. Aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir 3 univers. L'univers de la thalasso, l'univers du thermalisme classique, dont est issue la thalassothérapie, et l'univers du spa. Le thermalisme va utiliser une eau minérale. La thalassothérapie utilise une eau minérale aussi qui est l'eau de mer et qui est certainement l'eau minérale la plus riche qui soit. Et le spa va utiliser l'eau du réseau, c'est-à-dire l'eau du robinet. Le thermalisme donc va utiliser cette eau minérale avec une action spécifique d'organes. Il existe 102 stations thermales en France pour 12 spécialités différentes, avec une prise en charge par la sécurité sociale, à condition d'effectuer une cure d'au moins 18 jours. Et dans un but curatif et préventif, et avec un encadrement médical très sérieux, et qu'ils ont su garder et préserver pour garder le sérieux de l'établissement. Toutefois, il existe aussi pour l'autre clientèle, la deuxième clientèle, une orientation thermoludique dans certains établissements où on propose des séjours plus courts, on propose des prestations à la carte, des prestations qui sont encadrées et inspirées du thermalisme, mais on a conservé, je dirais, le côté sérieux et santé dans le thermalisme, et c'est une très bonne chose. La thalassothérapie, elle, a une action généraliste, avec l'eau de mer comme principal outil, une action préventive en santé, mais aussi en bien-être, mais elle ne fait pas que du bien-être, en tout cas, elle fait aussi de la prévention santé, à condition d'avoir des conditions de réalisation qui soient adaptées. Il n'y a plus de prise en charge par la Sécu. Moi, j'ai connu l'époque où les visites médicales étaient encore remboursées, les actes de kinésithérapie étaient encore remboursés en thalasso, puis un jour ça a été déremboursé parce que les thalassos n'étaient pas assez sérieuses, dans leur pratique. Et puis de plus en plus, elle prend une orientation spa marin. Alors, le spa est une histoire tout à fait légitime, j'ai rien contre le spa, simplement ce n'est pas le même produit, ce n'est pas les mêmes médications, ce n'est pas les mêmes objectifs. Le spa, c'est l'eau du réseau quand il y a de l'eau, parce qu'il y a des spas sans eau.
Et puis alors attention, j'en profite pour dire que SPA n'a jamais voulu dire Sanitas Spera Qua. Ça, c'est une invention de journalistes. Hein. Les Romains n'ont jamais créé d'acronyme Sanitas Spera Qua. Mais par contre, c'est un coup marketing extraordinaire. SPA, Sanitas Spera Qua. SPA, c'est la ville de Spa en Belgique, qui est un centre thermal très ancien, et qui a donné son nom. Et puis SPA, dans le monde anglo-saxon, c'est le thermalisme. D'où la confusion aujourd'hui dans les termes. Le SPA, ce sont des activités, des prestations de plaisir. Alors bien sûr, il y a des medical spa, avec des prestations médicales, avec souvent une connotation ethnique ou exotique ou étrangère pour donner encore plus d'attractivité. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'extraire d'une culture orientale plus que millénaire et plus que sérieuse, des petits morceaux de cette culture, de les occidentaliser pour les délivrer ensuite après par des prestataires qui sont quelquefois formés en 3 week-ends et qui vont faire des massages avec des techniques qui sont extraites de ces cultures, ça n'a peut-être pas forcément beaucoup de sens. Si ce n'est le sens de plaisir. Et on trouve des structures extrêmement différentes au niveau des spas. Alors je sais que la FNOR essaye de mettre en place une norme pour les spas, mais il y a une grosse bagarre entre les différents acteurs qui interviennent, les syndicats d'esthéticiennes, les cosméticiens, les syndicats hôteliers, enfin c'est la grosse bataille. Et je crois qu'aujourd'hui les affaires sont bloquées. Donc, est-ce qu'il y a des études sur la thalassothérapie pour montrer que ça marche, c'est efficace, etc. Non, il n'y en a pas. J'en ai trouvé qu'une, celle du docteur Geffroy, le laboratoire d'Ebscam, docteur Geffroy qui est médecin de thalasso à Roscoff. Roscoff qui est la thalasso de Louis Bagot, qui est la thalasso dans laquelle Louison Bobet a récupéré de ses problèmes de retard de consolidation. Et cette étude réalisée sur 120 curistes montrait que la thalasso pouvait diminuer l'état de stress à J0, J6, 3e mois, 6e mois, réduire les douleurs articulaires, musculo-tendineuses, les troubles circulatoires, la consommation médicamenteuse. Mais enfin, aujourd'hui, la thalassothérapie n'est pas dans un objectif clairement de santé et de prise en charge santé, d'encadrement santé. Aujourd'hui, la thalassothérapie est plus dans une orientation avec cette double clientèle, la clientèle traditionnelle et puis surtout la clientèle plus jeune, la clientèle qui va chercher des prestations de plaisir plus rapides à la carte et sans trop discuter et sans certificat médical. À partir de là, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas, je ne jugerai pas. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on est en droit chacun de choisir le produit qui nous convient. Et je crois qu'on a tout intérêt, avant de faire une cure, à poser les bonnes questions à l'endroit, du moins à l'établissement dans lequel on veut se rendre. Voilà, j'en ai terminé sur ce sujet-là. Thalassothérapie à venir. Pour moi, la thalassothérapie, ça reste quand même une vague de santé sur laquelle on pourrait surfer avec beaucoup de résultats. Et je crois que tous les intervenants depuis ce matin le démontrent largement. Merci pour votre attention.